Bienvenue à tous dans cette deuxième partie de Demain à la Une. Ils sont encore une vingtaine de candidats en lice pour les primaires démocrates aux États-Unis. La semaine prochaine, dans la nuit de mercredi à jeudi, aura lieu le troisième débat télévisé entre les candidats à l'investiture démocrate, cette fois-ci à Houston, au Texas. Seuls 10 candidats ont été sélectionnés pour ce débat, dont le favori centriste Joe Biden et la sénatrice progressiste Elizabeth Warren, portée par les sondages, qui s'affrontent pour la première fois directement. Alors, pour discuter de ce deuxième sujet, j'ai le plaisir d'avoir tout d'abord ici à mes côtés Mostafa Tossa, notre rédacteur en chef à Monte Carlo Doualiya. Bonjour Mostafa. Bonjour Aziza. Merci d'être avec nous. Et nous avons avec nous depuis Washington en duplex notre correspondant Mathieu Mabin. Bonjour Mathieu et merci d'être avec nous. Je commence justement... Bonjour Aziza. Bonjour. Je commence tout d'abord avec vous justement Mathieu. Alors comme je le disais, 10 candidats seulement sont qualifiés, sélectionnés pour ce débat, le troisième, le débat qui aura lieu donc à Houston, au Texas. Comment est-ce qu'on peut être aux États-Unis finalement recalé d'un débat dans une primaire à laquelle on est candidat? Ce sont les sondages qui décident de qui participe à un débat télévisé? Alors, les critères de sélection du Parti démocrate, parce que c'est de ça qu'on parle, sont assez simples en réalité. Ils sont au nombre de 2. D'abord, chaque candidat doit totaliser 130 000 donateurs au moins, répartis dans 20 États américains sur les 50. Ça, c'est la première barrière qu'il faut franchir et elle a déjà coûté leur candidature à plusieurs prétendants. L'autre critère repose, celui-là, sur les sondages, vous l'avez dit. Il est donc généralement beaucoup plus discuté par les candidats qui régulièrement peuvent remettre en cause leur validité, voire leur indépendance. Quoi qu'il en soit, techniquement, il faut que 4 instituts de sondage reconnaissent un score d'au moins 2% d'intention de vote à celui ou celle qui veut briguer l'investiture démocrate. Concrètement, donc, ces 2 critères ont été une formalité pour un Bernie Sanders ou un Joe Biden, mais beaucoup moins pour la dizaine de déçus qui resteront sur la touche lors du débat du 12 septembre prochain. Alors, ceux qui ne seront pas sur le banc de touche sont 10, comme je le disais, le 12 septembre. 3 femmes, 7 hommes. Et parmi ces femmes, eh bien, il y a la sénatrice Elizabeth Warren. Alors, elle est aujourd'hui l'une des 3 femmes, comme je le disais, mais elle est surtout installée en 3e position. Et elle monte, en fait. Elle continue sa montée, finalement, petit à petit, entre les débats. Oui. Oui, il faut saluer la performance d'Elizabeth Warren, qui face à Joe Biden ou Bernie Sanders partait avec au moins un déficit de notoriété et, disons-le, probablement un déficit d'expérience. Un déficit d'expérience parce que c'est sa première campagne présidentielle, contrairement à Bernie Sanders, par exemple, mais un déficit d'expérience également parce que, contrairement à Joe Biden, sa maîtrise des arcanes de la Maison-Blanche est évidemment plus faible. Rappelons que Joe Biden a séjourné aux côtés de Barack Obama pendant 2 mandats, pendant 8 ans. Mais ici, à peu près tous les observateurs s'accordent à saluer la pugnacité de la candidate, qui incarne une forme de renouvellement dans le camp démocrate, mais surtout qui garantit une forme d'équilibre entre ce nouveau libéralisme américain et en même temps l'incarnation d'un combat social qui rappelle la mutation en cours au sein du Parti démocrate. Rappelons quand même, et vous l'avez dit, qu'une dizaine de candidats sont encore en lice et que l'investiture du candidat démocrate à la présidentielle ne sera définitive qu'en juillet 2020, c'est-à-dire en presque un an, quand le parti se sera enfin prononcé. Alors, juste une petite question avant que je revienne vers vous, Mostafa. Je reste toujours avec Mathieu. Par rapport à Elizabeth Warren, est-ce qu'aujourd'hui, on joue encore la carte féminine? Alors, on l'avait vu à l'époque d'Hillary Clinton face à Donald Trump. Ça n'a pas très bien marché, entre autres, parce que beaucoup de femmes aux États-Unis ne s'identifiaient pas, d'ailleurs, à la candidate démocrate. Aujourd'hui, on a l'impression qu'Elizabeth Warren rejoue un peu cette carte-là, mais autrement, de manière différente d'Hillary Clinton. Oui, absolument. Vous avez tout à fait raison de le souligner. C'est une carte qu'avait un peu manqué Hillary Clinton. C'était probablement lié à sa personnalité, à sa manière d'exercer la politique. En tout cas, c'est ce qui lui avait été reproché. Dans le cas d'Elizabeth Warren, c'est tout à fait différent. Effectivement, elle va mobiliser l'électorat féminin dans sa globalité, mais plus particulièrement, elle va mobiliser l'électorat féminin qui a très mal vécu le mandat de Donald Trump. Vous connaissez les sorties du président américain à l'égard des femmes, son approche des femmes, ce qui lui a été reproché. Bien entendu, Elizabeth Warren va capitaliser sur ces questions. D'accord. Alors, Mostafa, de son côté, Joe Biden, comme je le disais tout à l'heure en introduction, il est le favori pour le moment. Il est en tête des sondages, malgré un premier débat raté et un deuxième débat
plutôt correct, mais sans plus. L'ancien vice-président donc, de Barack Obama est quand même largement en tête. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette popularité? Oui, c'est vrai que c'est une surprise de la part des démocrates d'accorder autant d'attention à quelqu'un qui n'est pas d'une toute fraîcheur politique. Il ne faut pas oublier que Joe Biden est dans le spectre politique américain depuis les années 70. Il a participé à de nombreuses campagnes électorales. Il a été 8 ans vice-président à la Maison-Blanche de Barack Obama. Alors, une des possibles explications, c'est qu'un certain nombre de démocrates expriment une certaine nostalgie aux années Barack Obama. Deuxième explication, peut-être certains se disent que c'est l'homme qui est capable de séduire le centre. Et on sait que dans cette élection américaine, pour pouvoir battre Donald Trump, il faut absolument faire main basse et séduire le centre. C'est peut-être cette qualité qu'on lui attribue. D'un autre côté, il est d'une fragilité incroyable parce que tous les portraits américains sur lui le démontrent comme quelqu'un qui n'arrête pas de faire des gaffes, dont la santé même mentale, entre guillemets, est en train peut-être de se détériorer. Donc, il y a des fragilités chez lui qui peuvent, à un moment ou à un autre, dans cette course des primaires, peuvent l'arrêter. On le voit comme étant l'opposant qui peut faire face à Donald Trump aujourd'hui. De tous les candidats, parce que c'est un peu ça aussi qui revient, c'est que de tous les candidats démocrates aujourd'hui, et comme je le disais, ils sont une vingtaine, c'est celui qui a en gros les épaules. C'est celui qui a la colonne vertébrale, l'expérience du pouvoir et la capacité à séduire les centristes. Le réservoir des voix centristes est extrêmement déterminant dans ces élections américaines. Donc, par rapport à un certain nombre d'Américains, peut-être c'est lui ce profil. Mais ce profil aussi présente un certain nombre de fragilités qui peuvent l'handicaper dans cette course et qui peuvent absolument... Que le camp républicain peut jouer. Peut jouer. D'ailleurs, il y a beaucoup de cartes secrètes qui n'ont pas encore été jouées, notamment sur sa santé et sur sa mémoire. Parce qu'il a, dans un certain nombre d'interviews, il a beaucoup confondu des dates, confondu des faits, ce qui pousse les Américains à s'interroger, est-ce qu'ils peuvent envoyer quelqu'un à la Maison-Blanche, quelqu'un qui est aussi apparemment diminué en termes de mémoire. Donc c'est une carte que les républicains peuvent utiliser. Jouer. Alors, en face de lui, il y a quand même Bernie Sanders, dont parlait tout à l'heure Mathieu. Lui, il navigue au-dessus des 15%, ce qui est aussi pas mal. Il reste deuxième pour le moment, mais les Américains surtout le connaissent, Bernie Sanders. C'est pas sa première campagne. Quelles sont un peu les cartes qu'il a en main? Alors de tous les candidats qu'on voit s'agiter contre Donald Trump, Bernie Sanders est celui qui est le plus critique, le plus virulent à l'égard de la gouvernance de Donald Trump. Sur un certain nombre de sujets, il apporte des thérapies les plus radicales. Sauf que Bernie Sanders est quelqu'un qui souffre de son gauchisme, entre guillemets. De ce côté... Bernie Sanders, c'est clairement voilà. Et ça, est-ce que les Américains, dans leur mentalité actuelle, sont en maturité, sont capables de lui accorder leur confiance, même s'il a de bonnes idées pour le climat, pour la sécurité sociale, pour l'immigration, qui sont en totale contradiction avec les choix de Donald Trump? Est-ce qu'il est capable de les exposer aux Américains et de les séduire dans leur totalité? Ça, c'est un défaut et un handicap pour Bernie Sanders. Alors, avant de revenir vers Mathieu, une question que je voudrais vous poser à tous les deux. Est-ce que, puisqu'on se retrouve aujourd'hui, le choix du candidat démocrate n'aura lieu qu'en juillet de l'année prochaine? Alors, ça veut dire au moins un an encore de débats, de choix et de discussions. Mais est-ce que cela ne fragilise pas aussi un peu les démocrates? Puisque de toutes les manières, eh bien, pendant ces débats et pendant cette campagne pour la primaire, ils se rentrent dedans finalement entre eux, ils se critiquent entre eux et donnent des billes aux républicains. Oui, ils s'affaiblissent beaucoup. D'ailleurs, le débat auquel on va assister la semaine prochaine, il y aura du sang sur les murs, il y aura des traces, parce que pour Elizabeth Warren, pour qu'elle puisse exister, il va falloir cogner dur sur ses concurrents, et donc ça va laisser des traces. Le problème des démocrates, et c'est ça qui rassure un petit peu Donald Trump, c'est qu'ils ont été dans l'incapacité d'inventer un profil nouveau, un homme capable de séduire les Américains. Aussi. Donc, ce qui fait, les gens qu'on a, avec lesquels on va traiter, sont des gens qui existent déjà et qui n'apportent rien de nouveau à la vie politique américaine. Et pour battre Donald Trump, il faut vraiment que le système américain, que le système démocrate puisse donner la possibilité à une personnalité nouvelle, homme ou femme, pour justement faire la différence avec Donald Trump. Mathieu, vous en pensez quoi, vous, effectivement, du fait qu'une primaire comme ça, avec des débats qui vont durer encore des mois et des mois, est-ce que cela ne risque pas de fragiliser justement les démocrates ?
Alors, je rejoins absolument ce que vient de dire Mustapha en y apportant une précision. Ce à quoi on assiste au sein du Parti démocrate en ce moment, c'est tout simplement une fracture, une rupture, un fossé entre deux générations, mais de manière plus profonde, deux manières d'appréhender la politique. Cette fracture, elle apparaît entre la ligne Nancy Pelosi, la ligne Joe Biden, cette vieille garde démocrate qui fait de la politique depuis parfois 40 ans à Washington et qui tient les fauteuils du Congrès depuis des décennies. Et puis cette jeune garde, celle qui a émergé après l'élection de mi-mandat, rappelez-vous, qui pourrait être incarnée par exemple par cette jeune élue new-yorkaise AOC qui porte des valeurs beaucoup plus socialistes, comme le disait à l'instant Mustapha. Et cela, effectivement, crée une fracture au sein du Parti démocrate qui ne va pas cesser de s'approfondir, notamment au moment des débats. Vous avez raison de le souligner. En attendant, eh bien, Donald Trump continue de naviguer tout seul côté républicain. Comment ça se passe dans les sondages pour lui et est-ce que les démocrates ont vraiment une chance de le battre à la prochaine présidentielle? Alors évidemment, Aziza, c'est la question. Quand on veut analyser une élection présidentielle américaine, on a la tentation de se référer à la précédente élection. Seulement, cette fois-ci, c'est justement cette référence qui affole les observateurs, qui nous affole, disons-le. On s'en souvient, l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche après les élections de 2016 avait provoqué une vraie crise chez les analystes qui avaient presque unanimement prédit la victoire d'Hillary Clinton. Du coup, cette fois, on ne trouve plus grand monde, en tout cas à Washington, pour annoncer un pronostic ferme. On peut toutefois poser le décor et quand on s'affranchit de l'image globalement désastreuse de Donald Trump dans les démocraties occidentales et en Europe en particulier, on est obligé de constater que les chances de Donald Trump d'accomplir un second mandat sont bien réelles. Elles reposent d'abord sur deux réalités. La première, c'est la solidité de l'électorat trumpiste qui a voté pour lui en 2016. Brièvement, nous n'avons plus que 20 secondes. Ils sont toujours là et je dirais même qu'ils sont renforcés. Oui, donc cette base électorale qui est toujours là, et encore une fois, les résultats économiques qui sont relativement incontestables. Rappelez-vous que les Américains votent d'abord avec leur portefeuille. Absolument, ils ne votent certainement pas pour l'image que nous avons de leur président à l'international en tout cas. Merci beaucoup Mathieu Mabin d'avoir été avec nous depuis Washington et pour toutes ces explications. Merci Mustapha d'avoir été avec nous aussi pour cette rentrée, pour ce premier numéro et donc de fin 2019. Merci à vous tous, merci en régie et à toute l'équipe. Je vous retrouve la semaine prochaine à la même heure. Ce sera plutôt Nabia Makloufi d'ailleurs que vous allez retrouver ici même. Et en attendant, n'oubliez pas que l'avenir n'est qu'un présent qui est signore et très très bon week-end à vous.